La suite des événements est floue. Je me souviens avoir couru, trébuché contre la table basse, rampé jusqu'à la porte d'entrée en cherchant désespérément mes clés. Derrière moi, un bruit sourd, quelque chose tombe au sol. Il est descendu. Mes doigts tremblants trouvent enfin les clés. J'arrive à déverrouiller la porte et je me précipite dans le couloir, criant à l'aide. Les murs résonnent de mon propre écho, le bâtiment est endormi, personne ne sort. Puis, enfin, une porte s'ouvre. Mon voisin, visiblement paniqué, me trouve recroquevillé contre le mur, haletant, incapable de parler. Il appelle la police. Quand les agents arrivent, l'appartement est plongé dans un silence mortel. Ils fouillent chaque pièce, examinent les placards, déplacent les meubles. Rien. Mais lorsque l'un d'eux braque sa lampe torche vers la trappe du plafond, son visage se fige. Là-haut, un espace exigu, à peine assez grand pour une personne. Un matelas usé, des emballages de nourriture volés, et surtout, des dizaines de photos. Des photos de moi, en train de manger, de regarder la télévision, de dormir. Certaines datent d'il y a plusieurs semaines. D'autres, de cette nuit. Mais l'homme n'est plus là. Les agents fouillent l'immeuble, le quartier, mais il s'est volatilisé. Il n'y a aucune trace de lui, comme s'il n'avait jamais existé. Je quitte l'appartement le jour même. Impossible d'y rester une nuit de plus. Même après avoir changé de ville, de numéro, même après des mois, je n'arrive pas à dormir sans regarder le plafond. Parce que parfois, en pleine nuit, je me réveille en sursaut, avec cette sensation insoutenable, que quelqu'un, quelque part, me regarde encore. Les jours passent et mon malaise grandit. Ce ne sont plus seulement des objets déplacés ou des aliments qui disparaissent. Quelque chose d'autre se manifeste, quelque chose d'indéfinissable mais profondément dérangeant. Une nuit, alors que je suis allongé dans mon lit, j'entends un grincement dans le couloir. Un bruit lent, calculé, presque trop discret pour être naturel. Je retiens mon souffle, les yeux fixés sur la porte de ma chambre. Peut-être que Ricardo est rentré plus tôt, mais non. Je me souviens avoir entendu la porte d'entrée se fermer il y a des heures. Je tends l'oreille, le silence est total. Le lendemain matin, en sortant de ma chambre, je remarque un détail qui me fige sur place. La porte du placard à balai est légèrement entr'ouverte. Je suis pourtant certain de l'avoir fermée la veille. Un frisson glacé me parcourt l'échine. Je l'ouvre brusquement, le cœur battant, mais il n'y a rien. Juste le balai, la serpillière et quelques produits ménagers. Pourtant, une odeur étrange flotte dans l'air, un mélange de renfermé et de sueur. La paranoïa s'installe. J'ai l'impression d'être observé, suivi, traqué. Chaque bruit devient suspect, chaque ombre semble cacher quelque chose. Je dors de plus en plus mal, me réveillant en sursaut sans comprendre pourquoi. Quelque chose ne tourne pas rond dans cet appartement. Et je commence à me demander si ce n'est pas moi qui deviens fou. Je n'en peux plus. Chaque nuit, ces bruits imperceptibles, ces légers déplacements d'air comme si quelqu'un bougeait dans l'obscurité. Mon esprit me dit que c'est impossible, mais mon instinct hurle le contraire. J'ai besoin de preuves. Je décide d'installer une caméra discrète dans le salon, juste en face du couloir qui mène aux chambres. Elle s'active au moindre mouvement et enregistre tout. Si quelque chose ou quelqu'un se faufile ici pendant mon sommeil, je le saurai. La première nuit, rien. La deuxième non plus. Mais la troisième, quelque chose change. En me réveillant, mon sang se glace. La caméra n'est plus à sa place. Elle a été déplacée de quelques centimètres sur la table basse. Je suis pourtant certain de l'avoir bien fixée. D'un geste tremblant, j'ouvre l'application et regarde les enregistrements. L'image est sombre, granuleuse, mais très vite, mon cœur s'arrête. À 3h42 du matin, une trappe dans le plafond s'ouvre lentement, sans un bruit. Une main osseuse apparaît, suivie d'un corps maigre qui descend avec une lenteur effrayante. L'intrus ne fait pas un bruit, se déplaçant avec une aisance inquiétante. Il est courbé, presque reptilien, et avance à pas feutrés jusqu'à la cuisine. Il ouvre le réfrigérateur, boit directement au goulot de ma bouteille d'eau, puis referme lentement. Mais ce n'est pas le pire. Avant de remonter dans la trappe, la silhouette s'arrête. Elle se tourne vers la caméra, la fixe longuement, et esquisse un sourire. Mes mains deviennent moites, mon souffle s'accélère. Ce n'est pas un jeu de mon esprit. Quelqu'un vit ici. Quelqu'un m'observe pendant mon sommeil. Et maintenant, il sait que je l'ai vu. Mes mains tremblent encore alors que je referme brusquement l'ordinateur. Mon esprit refuse d'accepter ce que je viens de voir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réel. Mais si.
Je me précipite pour verrouiller toutes les portes et fenêtres. Chaque bruit me fait sursauter. Je ressens une peur animale, une terreur viscérale que je n'ai jamais connue auparavant. Quelqu'un a vécu ici, caché au-dessus de moi, pendant je ne sais combien de temps. Il descend la nuit. Il me regarde dormir. Je saisis mon téléphone pour appeler la police, mais mon sang se glace. Il n'est plus sur la table de nuit où je l'ai laissé. Je le cherche frénétiquement, retournant coussins et couverture. Rien. Puis, un bruit me fait tout arrêter. Un grincement. Lent. Étouffé. Juste au-dessus de moi. Je lève les yeux vers la trappe du plafond. Elle est entr'ouverte. Une obscurité béante s'étale devant moi, profonde et insondable. Puis, un mouvement. Quelque chose remue là-haut. Je recule lentement, la gorge nouée par la panique. Puis, une main apparaît. Elle s'agrippe au rebord de l'ouverture, osseuse, crasseuse. Puis une autre. Et enfin, un visage. 2 yeux écarquillés, un sourire étiré, une expression de pur plaisir. Il descend. Je hurle. La suite des événements est floue. Je me souviens avoir couru, trébuché contre la table basse, rampé jusqu'à la porte d'entrée en cherchant désespérément mes clés. Derrière moi, un bruit sourd, quelque chose tombe au sol. Il est descendu. Mes doigts tremblants trouvent enfin les clés. J'arrive à déverrouiller la porte et je me précipite dans le couloir, criant à l'aide. Les murs résonnent de mon propre écho, le bâtiment est endormi, personne ne sort. Puis, enfin, une porte s'ouvre. Mon voisin, visiblement paniqué, me trouve recroquevillé contre le mur, haletant, incapable de parler. Il appelle la police. Quand les agents arrivent, l'appartement est plongé dans un silence mortel. Ils fouillent chaque pièce, examinent les placards, déplacent les meubles. Rien. Mais lorsque l'un d'eux braque sa lampe torche vers la trappe du plafond, son visage se fige. Là-haut, un espace exigu, à peine assez grand pour une personne. Un matelas usé, des emballages de nourriture volés, et surtout, des dizaines de photos. Des photos de moi, en train de manger, de regarder la télévision, de dormir. Certaines datent d'il y a plusieurs semaines. D'autres, de cette nuit. Mais l'homme n'est plus là. Les agents fouillent l'immeuble, le quartier, mais il s'est volatilisé. Il n'y a aucune trace de lui, comme s'il n'avait jamais existé. Je quitte l'appartement le jour même. Impossible d'y rester une nuit de plus. Même après avoir changé de ville, de numéro, même après des mois, je n'arrive pas à dormir sans regarder le plafond. Parce que parfois, en pleine nuit, je me réveille en sursaut, avec cette sensation insoutenable, que quelqu'un, quelque part, me regarde encore. Ça faisait une semaine qu'Anna était partie. Un imprévu, elle m'a dit, un membre de sa famille malade. C'était étrange de vivre seul dans notre appartement après tant d'années à partager tout, mais j'avais pris l'habitude de la maison. Le soir, je rentrais après mes cours. En l'absence d'Anna, je profitais de l'espace tranquille. Je pensais à tout, sauf à ce qui allait arriver. Le premier jour, après ma douche, je suis sorti du bain et j'ai eu ce petit malaise. Le miroir du bain était embué, comme d'habitude, mais en m'approchant pour l'essuyer, j'ai vu quelque chose. Des lettres, tracées à la surface, comme si quelqu'un avait écrit dans la condensation. « Tu es ici seul. » Je pensais d'abord à une blague d'Anna. Peut-être avait-elle écrit ça avant de partir, mais je n'avais pas fait attention. Le lendemain matin, je n'y ai plus pensé, mais un petit frisson persistait dans ma nuque. Anna m'avait souvent dit qu'elle laissait des messages comme ça pour rigoler. Mais quelque chose n'allait pas. La phrase semblait différente, comme si elle m'échappait. J'ai juste ignoré et poursuivi ma journée. Mais au fond de moi, une petite voix m'a soufflé que ce n'était pas normal. Les jours suivants, les messages ont continué à apparaître. À chaque douche, c'était comme si quelque chose me scrutait à travers la buée du miroir. D'abord, une simple question. Tu as peur d'EQI? C'était étrange. Pourquoi Anna m'écrirait-elle cela? Je pensais qu'elle devait être en train de s'amuser avec moi, de loin. Mais quand je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle avait laissé ses inscriptions, elle m'a répondu qu'elle n'avait rien fait de tout ça. Elle était bien à l'autre bout du pays, et ses messages ne laissaient aucun doute, elle n'était pas là. Le lendemain matin, après la douche, c'était encore pire. La condensation avait formé des mots que je ne pouvais pas ignorer. Tu ne es pas seul. Je me suis figé en le lisant. Mon cœur s'est accéléré. Quelqu'un d'autre que moi avait écrit ça. Mais comment? J'étais seul à la maison. Je ne pouvais pas concevoir l'idée qu'il y ait eu une erreur de condensation. La lettre était trop nette,
trop précise. J'ai alors commencé à observer les autres pièces. Peut-être que mes sens m'avaient joué un tour. Mais ce soir-là, chaque bruit semblait plus fort, plus insistant. Des sons que je n'avais jamais remarqués. Comme si des pas étaient parfois juste derrière moi, et pourtant, quand je me retournais, il n'y avait rien. Mais les messages continuaient d'apparaître, un peu plus inquiétants chaque jour. Ne crois pas que tu peux partir, disait la nouvelle inscription. J'ai demandé à Anna de revenir plus tôt, mais elle m'a dit que ça ne serait pas possible. C'est alors que j'ai décidé de vérifier moi-même, de chercher quelque chose qui explique cette folie. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était une peur grandissante, un malaise qui ne me lâchait plus. Une nuit, je ne pouvais plus supporter cette sensation de malaise qui me rongeait. Les messages devenaient de plus en plus pressants, de plus en plus personnels. N'essaie pas de partir, il te voit, tu ne es pas en sécurité. Ces mots me hantaient. Je me sentais épié à chaque instant. Le matin, je me réveillais en sueur, le cœur battant la chamade. Je n'étais plus sûr de rien, de ce que je voyais, de ce que je ressentais. Était-ce un cauchemar, ou une réalité que je refusais d'accepter? Un soir, après avoir pris ma douche, une impulsion m'a poussé à faire quelque chose. J'ai recouvert le miroir de la buée, espérant empêcher les messages de réapparaître. Je n'y croyais pas vraiment, mais j'avais besoin de vérifier, de stopper cette folie. Je suis resté un moment à l'extérieur du bain, attendant que la condensation recouvre entièrement le miroir. Puis, après un long silence, je suis revenu et j'ai essuyé le verre. Mais cette fois, il y avait quelque chose d'encore plus dérangeant. Au lieu de l'habituelle condensation floue, une inscription était clairement visible, inscrite dans un rouge foncé, presque noir. C'était comme si quelqu'un avait écrit avec du sang « Regarde le plafond ». Mon sang s'est glacé. Pourquoi le plafond? Pourquoi cette urgence dans le message? J'ai levé les yeux lentement, terrifié, comme si ce geste allait réveiller quelque chose de maléfique. Là, juste au-dessus de moi, j'ai vu la trappe dans le plafond légèrement ouverte. Rien d'inhabituel, je pensais. Mais en y prêtant attention, quelque chose me paraissait étrange. Le bord de la trappe semblait plus large, comme si quelqu'un l'avait déplacé récemment. Une poussée de peur m'a traversé, mais j'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était une simple poussière qui s'était accumulée. J'ai alors tendu la main vers la trappe, hésitant. Mais avant que je puisse l'ouvrir complètement, un frisson glacial m'a parcouru. Comme si quelque chose dans l'air avait changé. Quelque chose n'était plus là où il aurait dû être. Le calme pesant du moment me paralysait. Le lendemain matin, j'ai décidé de vérifier la trappe. Je n'avais plus le choix. Mon esprit était envahi par des pensées confuses et angoissantes. Je devais savoir ce qui se cachait au-dessus de moi. J'ai pris une chaise, l'ai posée sous le plafond. D'un coup sec, j'ai retiré la trappe. L'air frais s'est échappé de l'espace sombre derrière le plafond. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me suis forcé à regarder à l'intérieur. Ce que j'ai découvert m'a glacé. La pièce était petite, à peine assez grande pour une personne. Il y avait un vieux matelas qui semblait avoir été abandonné depuis des années, couvert de poussière et de taches. Mais ce n'était pas ce qui m'a frappé. Il y avait des papiers, éparpillés autour de ce matelas. Des papiers tachés d'encre, de la même couleur rouge que le message écrit dans le miroir la veille. Je n'ai pas osé les toucher immédiatement, mais j'ai vu qu'ils étaient tous écrits à la main. Certains étaient des notes incohérentes, mais d'autres étaient bien plus clairs. Il y avait des phrases similaires à celles que je trouvais sur le miroir. Je vois tous ces que tu fais, tu es en danger, il vit pour Théoï. Mon esprit se brouillait sous le poids de ces mots. Il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas une simple blague. Quelqu'un avait vécu là, dans ce petit espace, caché, observant chaque geste que je faisais. Je me suis précipité pour sortir de la pièce, mais quelque chose m'a retenu. Dans le coin, presque invisible, un autre document attira mon regard. En le prenant, je suis tombé sur un papier jauni. Il était plié en plusieurs parties, et quand je l'ai déplié, une sensation glacée m'a traversé. Ce document, c'était un plan de l'appartement, mais il n'était pas comme les autres. Il était marqué d'une croix rouge sur la chambre où je dormais. Il y avait aussi une note manuscrite à côté du plan, que je n'avais pas remarquée au début. Elle disait « Tu ne devrais pas avoir découvert Cécilia ». C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une présence qui me regardait. Il y avait quelqu'un qui était là depuis bien plus longtemps, se cachant dans les murs de cet appartement. Et il n'avait pas l'intention de me laisser partir. Je ne savais plus quoi faire. Le vertige de la découverte m'envahissait,
et chaque seconde passée dans cet appartement semblait plus menaçante que la précédente. Mais ce qui m'a glacé le plus, c'était la certitude que tout ce qui se passait n'était pas un accident, pas une simple farce. Je n'étais pas seul, et celui qui était là, caché dans les recoins, ne voulait pas que je le découvre. Mais j'avais trop vu pour pouvoir ignorer cela. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque bruit, chaque craquement, chaque souffle dans l'air me semblait suspect. J'ai décidé de quitter l'appartement, de fuir, mais quelque chose m'en empêchait. Une force invisible semblait me retenir, me collant à ce lieu. Et puis, il y a eu ce dernier message sur le miroir. Celui qui a tout changé. Le matin suivant, après une longue nuit d'insomnie, je suis allé dans la salle de bain, épuisé et en proie à une terreur inexplicable. Le miroir, comme toujours, était embué après ma douche, mais cette fois, je ne m'attendais à rien. C'est alors que les mots sont apparus, écrits d'une manière plus nette, plus déterminée que jamais. Trop tard pour partir. Le sang m'a quitté. La panique m'a envahi. J'ai cherché frénétiquement autour de moi, mais il n'y avait rien. Aucun bruit, rien d'anormal. Pourtant, une sensation de présence pesait dans l'air. Je sentais les yeux de quelqu'un sur moi, quelqu'un que je ne pouvais pas voir, mais qui était là, tout près. J'ai pris mes affaires en hâte, je me suis précipité vers la porte. C'est là que j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai trouvé une vieille clé posée sur le sol, juste à l'extérieur. Une clé que je n'avais jamais vue auparavant. Une clé pourquoi? Pourquoi était-elle là? Et surtout, pourquoi m'avait-elle été laissée? À ce moment-là, une pensée terrifiante a traversé mon esprit. Il savait que j'allais partir. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Depuis le début, j'ai trouvé Daniel étrange. Ce n'était pas seulement sa manière d'éviter les conversations ou son regard fuyant, mais surtout cette impression qu'il ne voulait pas être vu. Nous partagions un appartement depuis quelques mois, et pourtant, il restait un inconnu. Il passait le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre, ne sortant que pour aller aux toilettes ou attraper rapidement quelque chose à manger. Parfois, en pleine nuit, j'entendais des bruits discrets venant de sa chambre. Des pas étouffés, le froissement de papier, des chuchotements, comme s'il parlait seul, ou pire, comme s'il parlait à quelqu'un. Au début, je n'y prêtais pas trop attention. Après tout, chacun a ses habitudes. Mais plus le temps passait, plus son comportement m'intriguait. Il verrouillait systématiquement sa porte, même quand il était à l'intérieur. Jamais je ne le voyais faire la cuisine ou se détendre dans le salon. C'était comme s'il n'existait que dans cet espace confiné, ce sanctuaire interdit où il s'isolait du reste du monde. Une fois, j'ai essayé d'engager la conversation avec lui. C'était un matin, alors qu'il sortait précipitamment de sa chambre. Je lui ai demandé s'il avait des projets pour la journée, une question banale. Il a simplement relevé la tête vers moi, son regard vide, avant de murmurer un vague « non » et de disparaître dans la salle de bain. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il y avait quelque chose chez lui, une tension palpable, une présence presque dérangeante. Comme s'il portait un secret trop lourd à supporter. Les jours passaient, et Daniel semblait de plus en plus absent. D'habitude, même s'il s'isolait, j'entendais des signes de vie derrière sa porte, le plancher qui craquait sous ses pas, le bruit feutré de son clavier, parfois même le son d'un murmure. Mais là, plus rien. Un silence total. Au début, je me suis dit qu'il avait simplement changé ses habitudes. Peut-être qu'il sortait plus souvent, qu'il passait du temps ailleurs. Pourtant, après quelques jours, j'ai remarqué que la porte de sa chambre restait obstinément fermée. Je l'ai appelé, envoyé des messages. Aucune réponse. J'ai frappé doucement à sa porte. Rien. Un soir, inquiet, j'ai décidé de tenter quelque chose. J'ai approché mon oreille de la porte et retenu ma respiration. Pas un son. C'était comme si la pièce était vide. L'appartement lui-même me semblait étrange, comme vidé d'une présence invisible mais familière. Au bout d'une semaine, l'évidence s'est imposée. Daniel avait disparu. Il n'avait laissé aucun mot, aucune explication. Son loyer n'avait pas été payé. Et pourtant, toutes ses affaires étaient encore là. Sa veste accrochée dans l'entrée, ses chaussures sous le meuble, comme s'il était sorti précipitamment et n'était jamais revenu. Un soir, poussé par l'inquiétude et une curiosité malsaine, j'ai décidé d'entrer dans sa chambre. J'ai tourné lentement la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'est ouverte dans un grincement, révélant un chaos indescriptible, des vêtements éparpillés, des papiers froissés, une odeur de renfermé qui m'a pris à la gorge.
Quelque chose clochait. Ce n'était pas simplement une chambre laissée en désordre. C'était comme si quelqu'un l'avait quittée en hâte. Ou comme si quelqu'un d'autre y vivait encore. J'ai avancé lentement dans la chambre, le cœur battant. L'air était plus lourd ici, chargé d'une odeur indéfinissable, un mélange d'humidité et de quelque chose de plus organique. Mes yeux parcouraient la pièce en quête d'indices, mais rien ne semblait expliquer le départ précipité de Daniel. Des feuilles étaient éparpillées sur le bureau, griffonnées de notes incompréhensibles et de dessins grossiers. Des silhouettes noires, des visages déformés, des yeux grands ouverts fixant un point invisible. Un frisson me parcourut l'échine. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans ces croquis, comme s'ils avaient été faits dans un état de panique. Mais ce n'était pas le pire. Ce qui m'a réellement figé sur place, c'était l'armoire. Elle était légèrement entr'ouverte, et je pouvais voir que le fond du meuble semblait anormal. Les planches de bois n'étaient pas alignées comme elles auraient dû l'être. Poussé par une impulsion inexplicable, j'ai tendu la main et tiré doucement sur une des planches. À ma grande surprise, elle s'est détachée sans effort, révélant une ouverture sombre. Mon souffle s'écoupait. Derrière l'armoire, dissimulée dans l'ombre, il y avait une cavité. Un espace exigu, une sorte de pièce secrète dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. L'obscurité y était totale, mais je pouvais deviner les contours d'un matelas posé à même le sol, des restes d'emballage de nourriture, et quelque chose d'encore plus troublant. Des feuilles similaires à celles sur le bureau, collées au mur, couvertes des mêmes dessins inquiétants. Mon estomac se noua. Quelqu'un vivait ici. Mais qui? Et surtout, était-il encore là? Mon corps s'est figé. L'air dans cette petite cavité semblait plus froid, plus épais, comme s'il était resté emprisonné ici pendant des années. L'obscurité était presque impénétrable, mais une sensation viscérale m'envahissait. Je n'étais pas seul. Ma main tremblante a cherché mon téléphone dans ma poche. J'ai allumé la lampe torche et dirigé le faisceau à l'intérieur du recoin secret. La lumière vacillante a révélé des détails que je n'avais pas encore perçus. Sur le matelas usé, les draps étaient froissés, comme si quelqu'un s'y était allongé récemment. À côté, une assiette vide et une bouteille d'eau à moitié pleine. Tout ici semblait récent, comme si l'espace était encore habité. Puis, un bruit, infime, un froissement à peine perceptible, venant du fond du réduit. J'ai avalé ma salive, incapable de bouger. Mon bras levé tremblait sous le poids de la peur. La lumière du téléphone a glissé sur le mur couvert de dessins, et c'est là que je l'ai vu. Dans un coin, recroquevillé sur lui-même, quelqu'un était là. Une silhouette maigre, voûtée, immobile. Les genoux ramenés contre le torse, la tête baissée. « Daniel » ai-je murmuré, d'une voix à peine audible. Pas de réponse. Mais la chose a bougé. Lentement, avec une rigidité cadavérique, comme si elle n'avait pas utilisé ses muscles depuis des jours. Puis, un son. Pas un mot, pas un soupir, mais un bruit. Un cliquetis sec, comme des dents qui s'entrechoquent. J'ai reculé d'un pas, le souffle coupé. Ce n'était pas Daniel. Ou alors, ce qu'il était devenu. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine alors que la silhouette commençait à bouger. Lentement, douloureusement, comme si chaque mouvement lui arrachait une souffrance indicible. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge quand elle a redressé la tête. Sous la lumière tremblotante de mon téléphone, j'ai vu un visage émacié, les yeux enfoncés dans des orbites creuses, la peau d'un teint maladif, presque translucide. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était son regard. Des pupilles dilatées, noires, vides, et pourtant fixées sur moi avec une intensité suffocante. Puis, d'une voix rauque, étranglée, la chose a articulé un mot. « Toi !» J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. C'était comme si ce mot n'était pas prononcé, mais soufflé à l'intérieur même de mon crâne. Comme si ce n'était pas une personne qui me parlait, mais quelque chose d'ancien, de famélique. J'ai reculé précipitamment, mon dos heurtant le bureau, renversant une pile de papier. Parmi eux, un carnet s'est ouvert, révélant des pages couvertes d'écritures fiévreuses. Un seul mot y était répété, encore et encore. Pedro. Mon nom. Mon sang s'est glacé. Daniel n'avait pas disparu. Il s'était enfui. Pas pour fuir une dette, ni un problème, mais pour échapper à ça. La silhouette a bougé brusquement. Un spasme convulsif, un gémissement guttural. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai lâché mon téléphone et me suis précipité hors de la chambre, claquant la porte derrière moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis,
dos au mur du salon, les yeux fixés sur la porte de la chambre de Daniel, tremblant à chaque bruit dans l'obscurité. Le lendemain, j'ai appelé la police. Ils ont fouillé l'appartement, mais dans cette cavité derrière l'armoire, il n'y avait plus personne. Seulement ce matelas sale, ces restes de nourriture, et ce carnet où mon nom était inscrit des dizaines de fois. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai quitté cet appartement le jour même. Mais parfois, la nuit, dans le silence de ma nouvelle chambre, je crois encore entendre ce cliquetis, comme des dents qui s'entrechoquent, quelque part dans l'obscurité. Et une voix, à peine un souffle, murmurant mon nom. Je m'appelle Mariana, et il y a quelques semaines, j'ai emménagé dans un petit appartement en colocation avec une fille nommée Louisa. Trouver un logement abordable dans cette ville n'avait pas été facile. Alors quand j'ai vu cette annonce pour une chambre à louer à un prix dérisoire, j'ai sauté sur l'occasion. L'endroit était modeste, un 2 pièces un peu vieillot, mais il avait du charme. Des murs clairs, un parquet usé qui grinçait légèrement sous mes pas, et une grande fenêtre qui donnait sur une rue calme. Dès le premier jour, j'ai eu une étrange sensation en entrant dans ma chambre. Rien de flagrant, juste cette impression diffuse que l'air y était plus lourd, comme si la pièce avait été longtemps fermée. J'ai mis ça sur le compte du stress du déménagement et de la fatigue accumulée. Après tout, j'avais passé la journée à transporter des cartons et à m'installer. Louisa, ma colocataire, semblait sympathique, bien que discrète. Nous avions échangé quelques mots lorsqu'elle m'avait fait visiter l'appartement, mais elle était souvent absente. Son travail lui prenait tout son temps, et nos horaires ne coïncidaient presque jamais. Cela m'arrangeait, à vrai dire. J'avais toujours préféré le calme à l'agitation. Mais dès ma première nuit ici, j'ai ressenti un malaise difficile à expliquer. Ce n'était pas la peur, pas encore. Plutôt une sorte d'inconfort, comme si quelque chose clochait dans cette pièce sans que je puisse mettre le doigt dessus. J'ai attribué ça à l'adaptation, au fait de dormir dans un endroit nouveau. Mais rétrospectivement, j'aurais dû écouter cette petite voix qui me disait que quelque chose n'allait pas. La première fois que j'ai entendu cette respiration, j'ai cru avoir rêvé. J'étais allongé dans mon lit, à moitié endormi, bercé par le silence du petit appartement. La nuit était paisible, rien d'inhabituel. Mais juste au moment où je commençais à sombrer dans le sommeil, un bruit a émergé du silence. Une respiration. Lente, profonde. Mon cœur s'est serré immédiatement. J'ai retenu mon souffle, essayant d'écouter plus attentivement. Ce n'était pas le bruit diffus de la circulation au loin, ni celui du vent sifflant à travers une fenêtre mal isolée. Non, cette respiration était bien plus proche. Juste là, dans ma chambre. Je me suis redressé lentement, mes doigts serrant nerveusement la couverture. Peut-être que c'était Louisa, peut-être qu'elle était entrée discrètement et que je ne l'avais pas entendue arriver. Pourtant, la porte de ma chambre était fermée. Je l'aurais forcément entendue s'ouvrir. Non, j'ai tendu la main vers mon téléphone sur la table de nuit et allumé l'écran. La lueur bleutée a immédiatement baigné la pièce d'une lumière tamisée. J'ai balayé mon regard autour de moi. Rien. Ma porte était toujours fermée. Personne n'était là. Le silence était revenu. Plus aucune respiration. J'ai secoué la tête, essayant de me raisonner. Mon esprit me jouait sûrement des tours. La fatigue, le stress du déménagement, tout pouvait expliquer cette impression étrange. Après quelques minutes à fixer l'obscurité, j'ai fini par m'allonger de nouveau, me convainquant que ce n'était rien. Mais la nuit suivante, la respiration est revenue. Et cette fois, elle semblait encore plus proche. Le matin suivant, je me suis levé avec une sensation de lourdeur dans la poitrine. J'avais mal dormi, perturbé par ce bruit que je ne pouvais pas expliquer. Il fallait que j'en parle à Louisa. Peut-être qu'elle avait le sommeil agité, ou qu'elle souffrait d'apnée du sommeil. Il y avait forcément une explication rationnelle. Ce soir-là, lorsqu'elle est rentrée du travail, je l'ai attendue dans la cuisine. Elle a posé son sac sur la table et s'est servi un verre d'eau, visiblement épuisée par sa journée. « Louisa, je peux te demander quelque chose ?» Elle a hoché la tête, intriguée. Ces derniers soirs, j'entends une respiration dans ma chambre, tard dans la nuit. Très proche, comme si quelqu'un était là. Louisa a froncé les sourcils. Une respiration? Oui, j'ai pensé que c'était toi. Peut-être que tu es entré dans ma chambre sans faire exprès, ou que tu dormais mal. Elle a eu un petit rire nerveux avant de secouer la tête. Mariana, je ne suis même pas là la nuit. Mon sang s'est glacé. Quoi? Je travaille tard ces derniers jours, et hier encore, j'ai dormi chez une amie. Je ne suis pas rentré du tout.
Je me suis figé. J'avais vérifié la porte de ma chambre, j'avais scruté chaque recoin, et pourtant, j'avais entendu cette respiration. Ce n'était donc pas elle. Un frisson a parcouru mon dos alors que l'évidence s'imposait lentement à moi. Si ce n'était pas Louisa, alors qu'il respirait dans ma chambre chaque nuit, cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. L'idée que j'avais peut-être partagé ma chambre avec quelque chose me hantait. Chaque ombre projetée par la lumière de la rue me semblait plus menaçante, chaque craquement du parquet me faisait sursauter. Je devais comprendre ce qui se passait. Avant d'éteindre la lumière, j'ai installé mon téléphone sur ma table de nuit, caméra dirigée vers mon lit et la porte de l'armoire qui se trouvait juste en face. J'ai lancé l'enregistrement, puis me suis allongé, tendu, les yeux rivés sur le plafond. J'ai attendu. Les heures ont passé. J'ai fini par m'endormir, bercé par ma propre angoisse. Le matin venu, j'ai hésité avant de regarder la vidéo. Mon cœur battait à tout rompre quand j'ai pris mon téléphone et lancé la lecture. Au début, rien d'anormal. Moi, endormi, immobile sous les couvertures. Un silence total. Puis, aux alentours de 3 heures du matin, la porte de l'armoire s'est entr'ouverte très lentement, sans un bruit. Un courant d'air? Peut-être, mais ce qui est venu après a balayé toutes mes tentatives de rationalisation. À peine la porte entr'ouverte, un bruit a émergé de l'obscurité. Une respiration. Lourde, profonde, irrégulière. Comme si quelqu'un se tenait là, juste hors de portée de la caméra. J'ai ressenti un frisson glacé en voyant mon propre corps dormir paisiblement, inconscient de ce qui se passait à quelques mètres de moi. Mais le pire est arrivé à la toute fin. La respiration s'est arrêtée brusquement. Un silence pesant a envahi la pièce. Puis, dans un souffle presque imperceptible, une voix a murmuré mon nom. Mariana. J'ai lâché mon téléphone d'un coup, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Quelque chose était dans cette chambre. Et maintenant, je savais qu'il ou elle connaissait mon nom. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Le téléphone toujours dans les mains, je l'ai montré à Louisa dès qu'elle est rentrée, le matin suivant. Je savais que je ne pouvais pas garder cette découverte pour moi. Elle a écouté attentivement, son visage de plus en plus pâle au fur et à mesure que la vidéo avançait. Lorsque la voix murmure mon nom, elle a reculé, les yeux écarquillés. « Louisa, tu crois que ça pourrait être un esprit ?» Louisa a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. Elle a pris une profonde inspiration avant de répondre, comme si elle hésitait à dire ce qu'elle savait. J'ai toujours voulu te le dire, mais je ne voulais pas te faire peur. L'ancienne locataire, celle qui vivait dans cette chambre avant toi, elle est morte ici. » Un silence lourd est tombé dans la pièce. Quoi? Elle est morte dans son sommeil. D'un arrêt cardiaque. Mais avant ça, elle parlait souvent de vision, de bruit la nuit. Elle disait entendre des choses, sentir une présence dans la pièce. La dernière nuit, elle a eu une crise de panique. Tu sais, la fameuse paralysie du sommeil, comme on l'appelle. Mais les médecins n'ont jamais vraiment su. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est morte d'effroi, seule dans cette chambre. Mon corps s'est figé. Une vague de froid a dévalé mon échine. Je me suis mis à trembler, réalisant que ce que je croyais être de simples bruits de maison pourrait bien être quelque chose de bien plus sinistre. Mais je n'avais pas d'autre choix que de partir. C'était trop. La peur, l'angoisse, tout me paralysait. Je me suis décidé à quitter l'appartement. J'ai rassemblé mes affaires en silence, comme un automatisme. Et quand la nuit est tombée, je suis parti. Mais au moment où je mettais la main sur la poignée de la porte, je l'ai entendu une dernière fois. La respiration. Pas à côté de mon lit cette fois. Non, juste derrière moi. Je détestais chercher un nouvel appartement. Entre les annonces douteuses et les propriétaires qui répondaient à peine aux messages, je commençais à perdre espoir de trouver un logement abordable. Puis, un soir, alors que je faisais défiler machinalement les offres sur mon téléphone, une annonce a retenu mon attention. Chambre à louer dans un appartement spacieux. Loyer abordable. Quartier calme. Colocation avec une seule personne. Disponible immédiatement. Tout semblait parfait. Le prix était nettement inférieur à ce que j'avais vu jusque-là, et l'emplacement était idéal, proche de mon travail. J'ai envoyé un message sans trop y croire. À ma grande surprise, j'ai reçu une réponse presque instantanée. « Salut, je suis Enrique. L'appartement est encore disponible. Tu veux passer le voir? Nous avons convenu d'un rendez-vous le lendemain, en fin d'après-midi. » Quand je suis arrivé devant l'immeuble, j'ai été agréablement surpris.
Le bâtiment était ancien mais bien entretenu, avec une façade en pierre et une petite cour intérieure. Rien à voir avec les logements miteux que j'avais visités ces dernières semaines. Enrique m'a ouvert la porte dès que j'ai sonné. Il était grand, mince, avec des traits calmes et une attitude discrète. Il ne parlait pas beaucoup, se contentant de m'indiquer les pièces en quelques mots. Voici la cuisine, le salon, et ta chambre serait là. L'appartement était propre, bien rangé, mais quelque chose me semblait étrange. Il y avait peu de meubles, presque pas de décoration personnelle. Même la chambre d'Enrique était vide à l'exception d'un lit et d'une armoire entr'ouverte. Je n'ai pas osé poser de questions. « Ça te convient » a-t-il demandé. Je n'avais aucune raison de refuser. L'endroit était parfait, le prix imbattable. « Oui, c'est parfait » ai-je répondu. J'aurais dû écouter cette petite voix au fond de moi, celle qui me soufflait que quelque chose clochait. Mais à ce moment-là, j'étais juste soulagé d'avoir enfin trouvé un endroit où vivre. Les premiers jours dans l'appartement se sont déroulés sans problème. Enrique était un colocataire idéal, discret, silencieux, presque invisible. Parfois, je me demandais s'il était réellement là. C'était étrange. Il ne cuisinait jamais, je ne l'entendais pas parler au téléphone, et je ne voyais jamais de linge lui appartenant séché dans la salle de bain. Pourtant, son lit était défait chaque matin et j'entendais parfois des bruits venant de sa chambre tard dans la nuit. Un détail me troublait particulièrement, il laissait toujours la porte de sa chambre entr'ouverte. Pas juste entrebâillée, non. Elle était ouverte d'un angle précis, comme si elle devait rester ainsi. Une fois, en passant dans le couloir, j'ai osé jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y avait rien d'anormal, juste une pièce sombre et impersonnelle, avec un lit, une armoire et un bureau vide. Pourtant, une sensation de malaise m'a parcouru. Une nuit, alors que je travaillais sur mon ordinateur, j'ai entendu un bruit de pas dans le couloir. Un grincement lent, comme si quelqu'un se déplaçait sans vouloir être entendu. J'ai éteint le son de mon casque et tendu l'oreille. Enrique? Aucune réponse. Je me suis levé et j'ai entrouvert la porte de ma chambre. Le couloir était plongé dans l'obscurité, seule la lueur du réverbère extérieur filtrait à travers les rideaux du salon. La porte d'Enrique était comme toujours légèrement ouverte, mais je ne voyais aucun mouvement à l'intérieur. Je suis retourné me coucher, tentant d'ignorer cette sensation désagréable qui montait en moi. Ce n'était sûrement rien, juste mon imagination. Pourtant, ce n'était que le début. Les jours passaient, et une sensation de malaise grandissait en moi. Ce n'était pas seulement le silence oppressant de l'appartement ou la présence quasi fantomatique d'Enrique. C'était autre chose. Quelque chose d'invisible, mais bien réel. Un soir, après une longue journée de travail, j'ai décidé d'en savoir plus sur mon colocataire. Par curiosité, j'ai cherché son nom sur les réseaux sociaux. À ma grande surprise, je n'ai trouvé aucun profil actif. Seulement un compte désactivé depuis plusieurs années. C'était étrange. Enrique était jeune, du même âge que moi. Comment pouvait-il ne pas avoir de présence en ligne? Une inquiétude grandissante m'a poussé à aller plus loin. J'ai tapé son nom complet sur Google, m'attendant à tomber sur un banal profil LinkedIn ou un article quelconque. Mais ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Un article de journal, daté de plusieurs mois auparavant. Un jeune homme retrouvé assassiné dans son appartement. J'ai lu l'article en retenant mon souffle. Les détails étaient clairs. Enrique Silva, 26 ans, avait été retrouvé mort dans sa chambre, dans l'appartement où je vivais actuellement. La cause du décès n'avait jamais été confirmée publiquement, mais la police parlait d'une scène troublante, sans effraction ni signe de lutte. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai relu le texte plusieurs fois, espérant avoir mal compris. C'était impossible. Enrique était là, je le voyais tous les jours. Il dormait dans sa chambre. Je l'entendais bouger. Mais alors, qui était réellement mon colocataire? Mon souffle s'est accéléré. Mon corps entier refusait d'accepter ce que mes yeux venaient de lire. Pourtant, tout correspondait. L'adresse, le nom, la date du meurtre. Un frisson glacé m'a parcouru. Je devais en avoir le cœur net. D'un pas hésitant, je me suis levé et me suis dirigé vers la chambre d'Enrique. Le couloir semblait plus sombre que d'habitude, comme si la lumière du salon peinait à l'éclairer. Mes mains étaient moites, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans les murs. J'ai tendu la main vers la porte entr'ouverte et l'ai poussée doucement. La pièce était vide. Le lit, parfaitement fait. L'armoire fermée. Aucun objet personnel. Aucun signe de vie. Je suis resté figé quelques secondes, tentant de comprendre.
Il était censé être là. J'avais entendu ses pas, je l'avais croisé dans l'appartement. Il devait exister. C'est alors qu'un bruit a brisé le silence. Un léger grincement. J'ai tourné la tête lentement. L'armoire venait de s'entr'ouvrir. Deux yeux noirs brillaient dans l'obscurité, fixant les miens. J'ai senti mon cœur se figer dans ma poitrine. Un souffle glacial a effleuré mon oreille et une voix basse a murmuré. « Tu n'aurais jamais dû chercher. » J'ai hurlé. Mon cri a résonné dans tout l'appartement, mais je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai tourné les talons et me suis précipité hors de la chambre, le cœur battant à en exploser. Dans ma course, j'ai senti l'air devenir lourd, oppressant, comme si une présence invisible m'enveloppait. Chaque ombre dans l'appartement semblait se tordre, se rapprocher. J'ai atteint la porte d'entrée, agrippé la poignée et les tourné frénétiquement. Bloqué. Impossible. Je ne l'avais pas verrouillé. Derrière moi, un bruit de pas lents s'approchait. Une respiration rauque. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de forcer la serrure, mon souffle se transformant en gémissement paniqué. Puis, soudain, la pression autour de moi a disparu. La porte s'est ouverte d'un coup et je me suis précipité dehors, dévalant les escaliers sans jamais oser me retourner. Le lendemain matin, accompagné d'un ami, je suis retourné à l'appartement pour récupérer mes affaires. Mais lorsque nous sommes arrivés devant la porte, quelque chose clochait. L'appartement était vide. Complètement vide. Pas un meuble. Pas un carton. Pas une trace de mon passage. La propriétaire, alertée par mon insistance, a froncé les sourcils en m'écoutant. « Monsieur, cet appartement est inoccupé depuis plusieurs mois. Vous êtes certain de ne pas vous tromper d'adresse ?» Je suis resté figé, incapable de répondre. Je savais ce que j'avais vécu. J'avais entendu ses pas. J'avais vu ses yeux noirs dans l'armoire. Cette nuit-là, de retour chez moi, une dernière chose a scellé mon cauchemar. Avant de me coucher, j'ai pris soin de verrouiller ma porte. 2 fois. Mais au matin, elle était entr'ouverte. Je viens d'emménager dans ce nouvel appartement, une petite chambre au loyer étonnamment bas pour un quartier aussi central. L'annonce parlait d'un logement cosy et bien situé, et malgré quelques murs jaunis et un parquet grinçant, l'endroit me semblait parfait. Peut-être un peu trop silencieux, mais après des années à vivre dans des colocations bruyantes, ce calme était presque un luxe. La première nuit, pourtant, j'ai eu du mal à dormir. La fatigue pesait sur mes paupières, mais une sensation étrange me maintenait éveillé, un inconfort diffus, comme si quelque chose n'allait pas. Je me tournais et me retournais sur le matelas, cherchant une position plus agréable quand j'ai senti une irrégularité sous moi. Un creux, un relief anormal à l'intérieur du matelas. Curieuse, je me suis redressé et ai passé ma main sur la surface, appuyant légèrement. Sous le tissu, quelque chose de dur résistait à la pression. J'ai immédiatement pensé à un ressort cassé, mais lorsque j'ai palpé davantage, j'ai compris que ce n'était pas métallique. C'était plat, comme du papier. Mon cœur s'est accéléré tandis que je me levais pour retirer les draps. Mes doigts ont trouvé une couture légèrement décousue sur le côté du matelas. Je l'ai écartée avec précaution, dévoilant un espace caché entre la mousse et le tissu. À l'intérieur, un objet rectangulaire y était dissimulé. C'était un cahier noir, légèrement abîmé, dont la couverture était marquée par des traces de doigts gras et des éraflures. L'épaisseur des pages indiquait qu'il était bien rempli. Je l'ai pris avec une étrange appréhension, comme si mes mains tenaient un secret oublié, quelque chose qui n'aurait jamais dû être retrouvé. Je me suis assis sur le bord du lit et ai feuilleté rapidement les premières pages. L'écriture, fine et nerveuse, semblait appartenir à une femme. Le premier paragraphe m'a donné un frisson glacé. « Si tu lis ceci, c'est que tu dors dans mon ancien lit. Tu as dû trouver ce journal par accident. Moi aussi, j'ai emménagé ici en pensant que c'était un endroit parfait. Mais il y a une chose que personne ne m'a dite. Nous ne sommes pas seuls dans cet appartement. » J'ai refermé le cahier d'un geste brusque, mon cœur battant à tout rompre. L'étrange avertissement de l'ancienne locataire me glaçait. Une mauvaise plaisanterie, peut-être, ou simplement le délire d'une personne paranoïaque. Pourtant, quelque chose en moi refusait d'ignorer ces mots. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai rassemblé mon courage et rouvert le journal. Les premières entrées étaient banales. Une jeune femme racontant son emménagement, décrivant la disposition de la pièce, son enthousiasme à l'idée de vivre seule. Puis, au fil des pages, le ton changeait. J'ai d'abord cru que c'était mon imagination. Des bruits infimes, presque imperceptibles,
au milieu de la nuit. Un craquement dans le parquet, un souffle trop léger pour être le vent. Des petits détails sans importance, jusqu'à ce que je commence à les remarquer tous les soirs, à la même heure. Je me suis instinctivement tourné vers le parquet sous mes pieds. En posant mes orteils dessus, il émit un léger grincement. Rien d'anormal dans un vieil appartement. Et pourtant, puis il y a eu les objets déplacés. Au début, je pensais être distraite. Mes clés n'étaient pas où je les avais laissées, mes chaussures avaient changé de place. Je me disais que j'oubliais, que j'étais fatigué. Mais un matin, j'ai trouvé la chaise du bureau retournée contre le mur. Une autre nuit, la porte de l'armoire entrebâillée alors que je me souvenais l'avoir fermée. J'ai levé les yeux vers l'armoire de ma chambre. Fermée. Je pouvais voir mon propre reflet tremblant dans son miroir. Ce n'est qu'après plusieurs semaines que j'ai compris. Je n'étais pas seul ici. Il y avait un troisième occupant. Je sentis un frisson glisser le long de ma colonne vertébrale. Un craquement léger résonna quelque part dans l'appartement. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Juste une vieille bâtisse qui travaille, me suis-je dit. Juste mon imagination. Pourtant, à cet instant précis, je n'étais plus certaine d'être seule. Les jours suivants, je n'arrivais plus à penser à autre chose. Chaque soir, après avoir fermé la porte de ma chambre, je reprenais le journal et plongeais plus profondément dans le cauchemar de son ancien propriétaire. Les pages suivantes étaient plus nerveuses, griffonnées à la hâte, comme si elle écrivait dans l'urgence, sous l'emprise d'une terreur grandissante. Je l'ai vue. D'abord une ombre fugace, au bord de mon champ de vision. Je tournai la tête, mais il n'y avait rien. Puis, une nuit, j'ai ouvert les yeux et il était là, debout dans l'angle de la pièce, immobile. Je n'osais pas bouger, pas respirer. J'ai cligné des yeux et il avait disparu. J'ai senti ma gorge se nouer. J'ai levé les yeux vers le coin de ma chambre, celui qui restait toujours un peu plus sombre que le reste, même avec la lumière allumée. Vide. Pourtant, mon esprit refusait de s'apaiser. Il me regarde quand je dors. Ces mots étaient soulignés avec une telle force que le stylo avait presque déchiré la page. Chaque nuit, je me réveille avec l'impression qu'il est tout près. Mais quand j'ouvre les yeux, la pièce est vide. Je sens juste quelque chose, un poids invisible dans l'air, une respiration qui n'est pas la mienne. Parfois, je crois entendre un murmure, mais il disparaît avant que je puisse comprendre les mots. Je me suis arrêté, les doigts crispés sur les bords du cahier. Un bruit, à peine audible, avait résonné derrière moi. Un froissement, comme un tissu qu'on effleure. J'ai lentement tourné la tête vers l'armoire. Fermée. Pourtant, un détail me fit frissonner. Avant de m'asseoir sur le lit, j'étais sûr que les portes étaient parfaitement alignées. Maintenant, l'une d'elles était décalée de quelques millimètres. Comme si quelque chose, à l'intérieur, l'avait poussée. La dernière page du journal était écrite d'une manière frénétique, presque incohérente. Les mots semblaient se bousculer sur le papier, comme si l'auteur avait écrit dans un état de panique totale. Elle semblait être à bout de force, comme si elle savait que le moment où elle finirait par écrire ces mots serait le dernier. Je ne peux plus le supporter. Il est partout, tout le temps. La nuit, il me regarde. Il me parle. J'ai essayé de m'en aller, mais il m'empêche de partir. Il est là, dans chaque ombre, dans chaque coin. J'ai tout essayé pour l'ignorer, mais il ne part pas. Il se rapproche, encore et encore, chaque nuit un peu plus. Je pouvais sentir mon cœur s'accélérer à chaque mot que je lisais. J'avais du mal à respirer. Le silence de la chambre était oppressant, presque lourd. Je voulais poser le journal, fermer les yeux, ignorer ce que je venais de découvrir. Mais je ne pouvais pas. Il fallait que je lise jusqu'au bout. Il est dans mon armoire. Je sais qu'il est là. Chaque nuit, je ferme les yeux en me disant que je serai en sécurité, que demain tout ira bien, mais ce n'est jamais le cas. Chaque nuit, il se rapproche un peu plus. Il attend. Il attend que je sois trop fatigué pour lutter. Je suis fatigué. Je suis fatigué de lutter. J'ai essayé de lui parler, de lui demander ce qu'il voulait, mais il ne répond jamais. Il se contente de regarder. S'il te plaît, si tu as trouvé ce journal, cours. Ne reste pas ici. Il ne te laissera pas partir. J'ai reculé précipitamment, faisant tomber le journal de mes mains. Mon esprit bourdonnait. Je venais de lire ces derniers mots, et pourtant, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Une sensation étrange m'envahit alors. Une sensation qui me glaça les os. J'étais observé. Je n'étais plus seul dans cette pièce. Un sifflement presque inaudible, comme une respiration sifflante, émana de l'armoire. Un bruit imperceptible,
mais assez distinct pour me faire sauter sur mes pieds. Mon regard s'était dirigé immédiatement vers l'armoire. Ces portes, bien qu'apparemment fermées, semblaient légèrement plus grandes, comme si elles avaient été ouvertes récemment, même si je n'avais rien entendu. Je m'approchais, une sueur froide commençant à perler sur mon front. Le battement de mon cœur me martelait les oreilles. Si je n'étais pas seul, qui était là avec moi? Je suis resté là, figé, mes yeux fixés sur l'armoire. Le bruit s'était arrêté, mais l'air autour de moi était devenu oppressant, lourd de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Chaque respiration me semblait plus bruyante que la précédente. J'avais l'impression d'être pris au piège dans ma propre chambre, encerclé par une présence que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Je savais que je ne pouvais pas rester là indéfiniment. Mais chaque mouvement, chaque pas semblait impossible. Mon esprit me criait de fuir, de courir loin de cet endroit, mais mes jambes étaient ancrées au sol, comme si l'armoire avait un pouvoir magnétique sur moi. Mes yeux se baissèrent instinctivement vers le journal. Je n'avais jamais voulu y revenir, mais l'angoisse m'avait poussé à le faire. Je le pris à nouveau dans mes mains tremblantes et le feuilletai frénétiquement, comme si quelque chose d'important m'échappait. Je savais que je cherchais une réponse, quelque chose qui pourrait me libérer de la terreur qui me rongeait. C'est alors que j'ai lu la dernière ligne du journal, la plus marquante, écrite avec une urgence dévastatrice. Il est dans mon armoire. Si tu trouves ce journal, cours. Fuis, parce qu'il ne partira pas. Et il est déjà trop tard. Un cri étouffé monta dans ma gorge alors que je levai les yeux vers l'armoire. La poignée bougea lentement, à peine perceptible. Puis, un bruit sourd, comme si quelque chose, ou quelqu'un, bougeait à l'intérieur. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris une impulsion et j'ai couru. Mes pieds tapaient bruyamment sur le sol en bois, mais je n'osais pas me retourner. La porte d'entrée. Je devais l'atteindre. Je devais m'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Alors que je m'élançais hors de ma chambre, un murmure faible, presque inaudible, s'échappa du fond de l'armoire. Il n'y avait personne d'autre dans l'appartement. Personne, sauf moi et lui. Le murmure se transforma en un chuchotement, glissant dans mon oreille, comme si cette présence était derrière moi. La dernière chose que j'entendis avant de franchir la porte d'entrée fut cette phrase, prononcée dans un souffle glacial. « Tu n'auras jamais pu partir. » La porte se ferma derrière moi dans un bruit sourd, et tout s'arrêta. Mais je savais, d'une manière inexpliquée, qu'il ne me laisserait jamais partir.